Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Excellent week-end. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, le maire de Petit-Goâve, Sandra Jules, gardé en otage durant plusieurs heures ce vendredi par des citoyens de la localité de Molière, l'accusant de gabegie administrative. La protestation a aussi repris à Petit-Goâve, où les opposants au pouvoir continuent d'exiger sa révocation. Surveillants et correcteurs ne seront dorénavant plus rémunérés pour leur travail durant les examens officiels. Cette tâche fait partie du travail normal des enseignants du secteur public en particulier, explique le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga. À suivre également, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme en partenariat avec le PNUD a commémoré ce vendredi la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes sous le thème « En déracinant violence sous forme actifie ». Séance de simulation sur le code de protestation de l'enfant au Parlement haïtien ce vendredi, à l'initiative conjointe de l'Institut Bien-être social et de l'UNICEF. Un plaidoyer réalisé par des enfants afin d'inciter les parlementaires à voter le document et ainsi faciliter son application en Haïti. Dans l'actualité également, première journée d'échange dans le cadre de l'atelier sur l'élaboration du plan stratégique de développement d'Haïti, portant sur la politique de développement des arts, des métiers et de l'entreprise du gouvernement. Les discussions ont permis de se pencher sur la validation d'un total de 30 métiers dans des secteurs tels le tourisme et le textile. Et puis enfin, pose de la première pierre de la construction de la douane de l'aéroport de Port-au-Prince. Les travaux qui dureront 12 mois coûteront un peu plus de 2 500 000 $ américains fournis par la Banque mondiale. Le développement de ces titres dans un instant. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça va vous, monsieur? Ça a été là, il y a un boss. En bas, on testaille. Attention derrière, pas vraiment.
Ah, ok. Canes Construction entre un grand monde dans game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix c'est nous, l'autre va gen Home Depot. Nous gen Canes Construction, nous sous plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gen cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, des bureaux pour suivre pas de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâti ou besoin meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, vin ouais pis atterrissage nous attendez. Posez, purti. Merci de votre fidélité. Pour démarrer le développement de ce journal, direction Petit Gouave, où l'agent exécutif intérimaire de la commune Sandra Jules a été gardé en otage durant plusieurs heures par un groupe de citoyens de la localité de Molière, dans la commune de Petit Gouave. Ce vendredi, le maire Jules était en route pour se rendre à une fête patronale. Au moment où l'acte s'est produit, les protestataires ont crevé les pneus de son véhicule. D'autres précisions avec notre correspondant sur place, Wilson Saint-Just. Magistrat Sandra Jules, qui est en déplacement du côté de Molière, qui c'est 10e section commune Tigouave. Donc, gagné zone ça qui a fêté cette patron, qui c'est Saint-Thérèse, et magistrat lui-même, selon toute information, il est assemblé, était déplacé pour faire des distributions du riz avec l'huile dans la zone ça pour des partisans qui ont gagné dans la zone. Et nous connaissons comment Tigouave, pendant plusieurs mois, c'est des manifestations qu'a fait contre l'autorité municipale, y compris depuis T1, que nous connaissons qui gagnent des griefs lourds qui pesé sous deux pour l'instant, et bien, gagner des gens dans la zone ça qui fait ça, un hold-up sous 10 risques que le magistrat a distribué dans la zone. Et information, gagné deux polaris que le magistrat a aboyé, donc gagné dans la machine, dans le véhicule, population, plaque caoutchouc, et gagné des pierres qui lancent sous mon lieu. Donc, dans la zone pour magistrat, il doit arriver que le côté de la Bralé, il n'y a pas de possibilité pour vivre là parce que mon zone là, il a bloqué route là, accroche, mettez gros bois dans la rue, donc il mettez donc des empêchements pour que magistrat pas aller à destination côté de vérifier. Donc, il y a la police au niveau communautaire qui a fait des tentatives au niveau Béatrice pour y aller rejoindre donc délégation magistrat qui est un petit peu très éloigné du centre-ville là. Donc, lui, totalement impossible jusqu'à présent parce que il y a un monde au niveau de zone Béatrice qui érige des barricades sur route là. Donc, on nous dit une zone lépale qui part en zone si facile pour véhicules. S'il y a des barricades au niveau de zone ça, la fois est difficile pour la police à pénétrer et rejoindre délégation magistrat qui est du côté de Molière. Il faut dire qu'alors que le maire Sandra Jules était retenu à Molière, les membres du Front mixte pour la libération de Petit Gouave, se réclamant de l'opposition, ont gagné les rues de Petit Gouave ce vendredi, toujours pour exiger la révocation de l'agent exécutif intérimaire Sandra Jules, qu'ils accusent de gabegie administrative, entre autres. Un mouvement de protestation dispersé à coups de gaz lacrymogène par des agents de l'ordre, moyen auquel les manifestants ont répliqué par des jets de pierre et de bouteilles. Détail, Wilson Saint-Just. Vendredi, 21 novembre 2014, que nous connaissons jeudi, a gagné un Front mixte pour libération nationale. On nous dit c'est du nouveau parce que monsieur a ajouté, et pas Front mixte pour libération, c'est définitivement Front mixte pour libération nationale. Donc je viens de qui était parcouru plusieurs, donc oui, par les cité Faustin sur le clan, et manifestants que nous connaissons qui gagnent un seul objectif, c'est toujours demander pour que l'autorité dans le pouvoir central là nommer 3 nouveaux personnalités qui ont mettre dans cette mairie de Gouave là, suite à la décision que le ministère intérieur mettait. L'objectif premier que nous connaissons, c'est question de corruption que l'équipe Monsayo reprochait magistrat Sandra W. Gilles, il y a un monde qui estimé qu'il n'a pas d'incompétence pour diriger cette mairie de Gouave là, encore qui estimé qu'il a vécu dans la corruption. Donc c'est l'ensemble des principales revendications, ça comptait au niveau appareil judiciaire là que nous connaissons qui gagne net Jean-Alex Civil, qui c'est un membre au niveau CSPJ, qui c'est lui-même commissaire gouvernement au niveau juridiction de Gouave là. Il y a toujours donc Bachal Barry également dit révocation commissaire gouvernement ça, y compris de gagner des policiers de commissaire de police qui était à la tête du commissariat principal de Gouave là, qui pour l'instant transféré dans l'autre juridiction, mais gagne tout. L'autre suspicion par exemple au niveau juridiction de Gouave là, il y a un peu de transfert qui fait au niveau substitut commissaire gouvernement, il y a là tout qui gagne des lettres de mise en disponibilité et l'ensemble de ça donc pousser membres Front mixte manifester et toujours demander pour l'autorité au côté des changements parce que au juridiction de Gouave là toujours un gros rumeur qui a fait quoi que depuis des circonscriptions de Gouave Jacques Stevenson Timoléon les gagnants donc des mêmes mesures. Autre nouvelle, les déclarations de Charles Saint-Rémy, dit Kiko Saint-Rémy, beau-frère du président Martelly,
Le 18 novembre dernier, lors de sa participation à la manifestation de rue de l'opposition, témoigne de la volonté de certains proches du chef de l'État de sacrifier le poste de Premier ministre en vue de permettre à Michel Martelly de terminer son mandat. C'est la lecture faite par le député Sadraque Dieudonné. L'élu des Gonaïves, membre du bloc des parlementaires pour le renforcement institutionnel, se méfie des allégations de Kiko Saint-Rémy, beau-frère de la première dame, frère de la première dame de la République. Écoutons le député Sadraque Dieudonné au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Tout le monde a constaté que bateau Rosa, les ivre et lourd et les menacé pour le périr, causer bien, les prêt pour le faire naufrage. Et pour eux-mêmes, ça qui alourdit bateau et qui fait bateau le faire naufrage, et tout le monde a péri la donne, il n'y a pas l'autre monde que Laurent Lamotte. Donc pour eux capable d'alléger bateau et sauver tout le monde qui est dans le bateau, y compris le président Martelly et eux-mêmes qui sont dans le bateau tout. Et mais c'est Laurent Lamotte qui a jeté tête en bas dans la mer. Son stratégie sans nationale. Certainement, moi parler de on frange dans le palais national et le clan Sophia Martelly. Qu'on y a question pour vous poser tout. Pour qui ça? C'est Kiko, vous mettez devant. Vous mettez Kiko devant parce que Kiko lui-même dit qu'il y a un problème personnel avec Laurent Lamotte. Comme ça, c'est Kiko qui portait le volontaire pour porter parole ça, pour venir dire causer ça, puis être capable de sauver le président Martelly. Ça va signifier que le président Martelly lui inscrit dans des machins. Ça va signifier que le président Martelly lui participer dans cette initiative-là. Mais les gens qui sont autour du président Martelly, il y aurait seul gens pour sauver le président Martelly, ils prennent la mode comme fusible, comme un bouc émissaire. C'est lui-même qui rend le bateau à trois loups, et il a jeté lui, son sacrifice a fait odieux pour eux-mêmes. Comme ça, il est arrivé et sauver le pouvoir Rosa. Toujours au sujet de la manifestation du 18 novembre dernier organisée par l'opposition, les responsables du consortium national des partis politiques appellent les autorités judiciaires à diligenter une enquête en vue de faire la lumière autour de l'incident survenu le 18 novembre dernier à Delma 32 lors de la manifestation de rue de l'opposition. Le porte-parole de cette structure politique, Fidnel Monchéry, dit voir dans l'attaque à main armée contre les manifestants de l'opposition à Delma mardi dernier un plan des opposants au régime en place visant à déstabiliser le pays. Il affirme détenir des informations sur la maison à partir de laquelle des individus armés non identifiés ont ouvert le feu sur des manifestants. Fidnel Monchéry participait ce matin à la rubrique Invité du jour sur Signal FM. Non seulement prendre des positions claires contre l'intention négro gagnée pour laguer le pays dans des ordres. Autant que vous lancez l'opération Burkina Faso, et nous disons que manifestation avec mitraillette, pas Dieu dans le cou, visage découvert ou bien couvert, c'est bagarre nous connaissons en Moyen-Orient et dans certains pays en Afrique. Nous ne pouvons pas ça en Haïti. Quel que soit le problème gagné, peut tout manifester avec blanc et bois, pas avec Kalachnikov, pas avec M14, pas avec M50, ni 9 mm, ni 12. Donc, ça qu'a fait du dialogue, nous dit que chef de l'État, il a pour devoir continuer avec le dialogue, inviter tout acteur démocratiquement qui décide de participer dans retirer le pays à notre crise là. Donc nous-mêmes, nous constatons que la manifestation qui est faite là, c'est sous mensonge, diffamation, c'était un complot qui n'avait monté dans Delma 32 pour faire un massacre de la population en bas là, pas passé. Donc nous disons que la police ouvre une enquête pour voir exactement dans le qui monde faut cadavre ça à remonter celle là pour voir que position mon yo dans là c'est clair que il y a des balles qui sortent sous côté mais il y a des balles qui sortent dans manifestation tout parce que dans cas dans Delma 32 nous avons numéro nous avons rue nous avons cour de là ça dans zone ça même bagarre à planifier donc son plan même le gagner pour la guerre cadavre sous deux gouvernements. C'était annoncé en titre « Première journée d'échange ce vendredi relative à l'atelier autour de l'élaboration du plan stratégique de développement d'Haïti portant sur la politique de développement des arts, des métiers et de l'entreprise du gouvernement. Cette activité lancée hier à Pétionville et qui durera 3 jours a pour objectif de valoriser les métiers et travailler sur la politique d'émergence d'Haïti d'ici 2030. Les discussions ont donné lieu à des cadres de l'administration publique,
de se pencher sur la validation d'un total de 30 métiers dans des secteurs tels le tourisme et le textile. Selon le coordonnateur général du Conseil de développement économique et social, Louis Nopierre, cet atelier permettra également de favoriser l'accès à crédit des entreprises auprès des banques commerciales. Louis Nopierre était au micro de Fridjine Vanessa Dolciné et Fizien Mathieu. C'est un atelier pour nous valider un ensemble de 30 mesures que nous élaborons pour nous capables d'adresser questions de développement art, métier et entreprise. Donc nous prenons 4 secteurs et ces 4 secteurs, ça nous prend, c'est secteurs que plan stratégique de développement d'Haïti a chita croissance sur lui. Donc c'est agriculture, bâtiment, travaux publics, donc construction, textile et tourisme. Donc nous prenons 4 corps de métier, 4 domaines et nous allons essayer, nous avons un ensemble de mesures capables de renforcer les artisans professionnels qui interviennent dans le domaine, plus PME. Mais l'objectif, c'est surtout de favoriser l'accès entreprise, accès professionnel à la question crédit, puisque au monde qui gagne une entreprise veut mettre en place, qui a une activité que les entreprendre, les gagnent en pile difficulté pour le gain crédit. Et les nous interroger si acteurs qui n'ont pas ils sont très intéressés pour le crédit, mais il y a un ensemble de problèmes qui sont liés à la structure et fonctionnement de l'entreprise, qui sont liés à la question de déboucher pour produire, qui sont liés à la question de cadre légal là, le plus souvent pas toujours favorable, et il y a une question cadastre, titre de propriété qui n'est pas toujours fiable, donc qui fait que le système n'est bloqué. C'est ce jeudi que la primature, à travers le Conseil de développement économique et social, a lancé l'atelier de travail sur le plan stratégique du développement d'Haïti, sur la politique de développement des arts, des métiers et de l'entreprise du gouvernement à Pétionville. Ce forum, qui s'étendra sur 3 jours, vise à valoriser des métiers et travailler sur la politique d'émergence d'Haïti d'ici 2030. Selon le secrétaire général de la primature, Lucien Franqueur, faire d'Haïti un pays émergent dans environ 16 années implique la mise en œuvre de la politique de développement en appui à l'investissement privé et à la valorisation des métiers. Le secrétaire général de la primature, Lucien Franqueur, au micro de Fridjine Vanessa et Yvon Seyid. Faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon 2030 impose que l'on s'applique à la mise en œuvre des mesures énoncées au plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, à savoir valorisation des arts, des métiers et des professions, mécanisme d'accompagnement des PME, adaptation du système financier aux nouveaux enjeux économiques. Pour donner corps à cette idée, le renforcement de la capacité de création, d'innovation et de production et la valorisation des arts, des métiers et des entreprises représentent des éléments incontournables pour la matérialisation de tels objectifs. Dans la logique de ce plan, le gouvernement a attaqué 4 grands chantiers, dont le chantier économique, la mise en place d'une véritable industrie de la construction et la mise en œuvre des projets ciblant la création d'emplois. Au cours du lancement de l'atelier de travail sur le plan stratégique du développement d'Haïti, sur la politique de développement des arts, des métiers et de l'entreprise du gouvernement, le président du Sénat, Simon Dieusseul Dera, dans son allocution de circonstance, s'est réjoui du travail qu'effectue le Conseil de développement économique et social pour la valorisation des métiers à travers le pays, qui selon lui s'affaiblit en raison d'un manque de production. Dieusseul Simon Dera au micro de Fridjine Vanessa Dolciné et Yvon Seyid. Je me réjouis que le Conseil de développement économique et social tente d'intéresser
puis de mobiliser l'ensemble des secteurs de la vie nationale autour d'un certain nombre de grandes questions sensibles, qu'il s'agisse du développement des arts, des métiers et de l'entreprise, de la migration à laquelle est associé le changement climatique ou de la sécurité alimentaire. Ce sont des questions qui me tiennent à cœur et je ne marchande jamais ma contribution pour mieux faire comprendre les enjeux pour notre pays. S'agissant plus spécifiquement des arts, des métiers et de l'entreprise, il y a urgence. Parce qu'on assiste depuis une trentaine d'années à l'affaiblissement accéléré de notre capacité collective de production. Cela est attesté par la dépendance du pays vis-à-vis de l'importation des produits de toutes sortes. Notre appareil productif est totalement liquidé au profit de la spéculation et du secteur tertiaire, notamment transport immobilier. La question de la reconstruction de notre appareil productif est donc cruciale. L'accompagnement et l'encadrement du secteur des arts, des métiers et de l'entreprise me paraissent une bonne porte d'entrée. Les arts, les métiers et l'entreprise sont les principales formes que prend le travail qui permet de transformer les éléments de la nature selon nos besoins. Faire d'Haïti un pays émergent aux environs de 2030 est l'une des aspirations du gouvernement, un objectif qui devrait faire l'objet de débats au sein de l'université en Haïti, recommande le représentant du président de la Chambre des métiers d'Haïti, François Chavenet. Il faudrait aussi que chacun s'approprie ce concept prôné par le gouvernement pour aider les gens des métiers à développer leur potentiel. Le représentant du président de la Chambre des métiers d'Haïti, François Chavenet. De faire d'Haïti un pays émergent en 2030, je regrette que ce terme, cette thématique ne fasse pas l'objet de débat au niveau des universités, parce que pour arriver à cela, cet objectif, il faut que tout un chacun s'approprie ce concept, cet objectif, parce que le dernier rapport de développement humain nous l'a dit, c'est pas que Haïti n'a pas évolué, les autres ont été plus vite que nous. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de reconnaître et d'encourager, d'encadrer tous ces artisans, ces ouvriers que nous avons, qui sont de bonne foi, qui sont de vrais travailleurs, à ce qu'ils soient mieux formés, pour qu'ils puissent maximiser leur potentiel et se développer en même temps, aider le pays à avancer, à aller de l'avant. Nous l'avions annoncé en titre, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, a célébré ce vendredi la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes sous le thème « En déracinant violence sous femme actifie ». L'occasion pour la ministre à la condition féminine, Yannick Mézil, de mettre l'accent sur les conséquences des violences faites aux femmes en Haïti. La ministre Mézil a fait remarquer que les violences dont sont victimes les femmes dans le pays ont de sérieuses répercussions sur le développement économique. Marie-Yannick Mézil. Le thème du débat du jour associant construction de la masculinité et violence faite aux femmes. À mon avis, vient à point nommé. Il pointe du doigt les injustices sociales à la base des sociétés patriarcales et suscite les réflexions sur les voies et moyens d'éradiquer les pratiques nuisibles qui limitent les droits des femmes. Considéré comme un abus des droits humains et un problème de santé publique courant, la violence faite aux femmes, selon l'Organisation panaméricaine de la santé, affecte la santé, les opportunités économiques, les droits et le bien-être de près de 50% des femmes de l'Amérique latine et des Caraïbes. Bref, la violence faite aux femmes freine la participation de l'autre moitié de la population au développement de son pays. La violence faite aux femmes, elle est inacceptable, car elle ne se limite pas à la pratique sur un individu. Ces répercussions s'étendent bien au-delà des victimes et menacent la stabilité, la sécurité, le bien-être. Actuellement en Haïti, d'après le dernier rapport sur les objectifs du millénaire pour le développement OMD, environ un quart
soit 24,9% de la population féminine de 15 à 49 ans se dit victime d'une forme quelconque de violence. Imaginez alors ce que cela peut coûter en termes de prévention, de prise en charge et d'accompagnement dans le budget du pays. En ce sens, la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme a fait plusieurs recommandations. Marie-Annick Mézil a par ailleurs souligné les efforts du gouvernement visant à contrecarrer les actes de violence dont sont victimes les femmes. La ministre Mézil a en outre appelé au renforcement de partenariats entre les organismes œuvrant dans ce domaine en vue d'adopter des lois et politiques publiques garantissant l'accompagnement des victimes de violences. Marie-Annick Mézil. Maintenant, il est important de concrétiser davantage les actions en la matière par l'adoption de lois et de politiques publiques orientant les réponses de l'État, de consolider des partenariats internationaux forts, d'appuyer et de renforcer les mécanismes de prévention, de protection et d'accompagnement des victimes de violences. Étant entendu que la violence à l'égard des femmes freine la jouissance et l'exercice des droits des femmes, la lutte pour son éradication devient de plus en plus incontournable. Mettre fin à la violence faite aux femmes, c'est en d'autres termes atteindre un niveau d'investissement national qui implique la participation impérieuse de chaque citoyenne, de chaque citoyen au changement des structures sociales discriminatoires qui génèrent la violence à l'égard des femmes. Le MCFDF est conscient de l'importance de la déconstruction sociale des genres, notamment de la masculinité comme facteur déterminant de la survenue d'autres rapports de genre pour arriver à une société égalitaire. En ce sens, il y a lieu de constater que l'administration de son Excellence, M. Michel Joseph Martelly, et le gouvernement de son Excellence, M. Laurent Salvador Lamotte, font preuve de volonté politique manifeste en acceptant de valider récemment le document de la politique d'égalité femmes-hommes, un instrument important susceptible d'orienter les politiques publiques en matière d'éducation non stéréotypée, de santé, d'emploi et de travail, de participation des femmes à la prise de décision, de justice et de lutte contre les violences faites aux femmes. De son côté, la directrice principale du programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, Sophie Dequin, qui participait à la célébration de cette journée, fait remarquer que la pauvreté est l'un des vecteurs de violence dont sont victimes les femmes. Fort de ce constat, le PNUD croit opportun de promouvoir l'idée d'entrepreneuriat chez les femmes afin de garantir une entrée financière dans leur famille. Sophie Dequin. Alors, le PNUD, bien sûr, les questions de genre, c'est une question transversale pour le programme du PNUD. Dans le cadre de l'événement, aujourd'hui, nous avons eu particulièrement un projet conjoint avec d'autres agences du système des Nations Unies qui ont regardé cette question du rôle de l'homme et le rôle de la femme dans ces questions de violence faites aux femmes. Et la conclusion, bien sûr, qui est une conclusion à l'international, c'est que l'homme joue un rôle prépondérant sur ces questions. Et c'est pour ça que dans le cadre du projet qui a été financé par des fonds espagnols, ils ont préparé ce document aujourd'hui dans lequel on discute justement du rôle que l'homme peut jouer pour éliminer les violences faites aux femmes. En ce qui concerne le PNUD, je crois que dans le rapport sur les OMD qui a été publié cette année avec le gouvernement, on voit qu'il y a une augmentation au niveau des violences faites aux femmes, mais qu'on peut associer aussi cette violence avec la pauvreté. Et on est dans un pays où, oui, il y a eu des améliorations au niveau de la pauvreté, mais il y a encore 60% de pauvreté modérée et parmi cela, 25% de pauvreté extrême. Et on sait très bien que les femmes souffrent plus de la pauvreté que les hommes. Donc il faut aussi, et c'est là où le PNUD essaie d'apporter un appui, c'est dans l'augmentation de l'emploi et de revenus chez les femmes. Comment faire en sorte qu'il y a plus de femmes entrepreneurs? Comment faire en sorte qu'on peut augmenter l'emploi des femmes pour qu'elles puissent augmenter la revenu au niveau de la famille?
Cette célébration a été l'occasion pour les responsables de procéder au lancement d'un ouvrage titré « Conjuguer les genres pour lutter ensemble contre les violences faites aux femmes », un livre qui montre la nécessité pour que les hommes participent à la lutte contre les violences faites aux femmes. Autre point de l'actualité, à l'initiative de l'Institut du bien-être social en collaboration avec l'UNICEF, un plaidoyer sur le code de protection de l'enfant a été réalisé ce vendredi à la salle de séance de la Chambre des députés. Selon la directrice générale de l'IBSR, Ariel Gentil-Vildroin, cet exercice de simulation réalisé par des enfants avait pour but d'inciter les parlementaires à voter l'avant-projet du Code de protection de l'enfant et ainsi faciliter son application en Haïti. Ariel Gentil-Vildroin répond aux questions de Duc Enson Lazare et Yvon Seyid. Aujourd'hui, on a eu une simulation des enfants pour un plaidoyer pour le Code de protection de l'enfant. Et comme je vous dis, en général, l'IBER, c'est une culture qu'on essaie de promouvoir, d'encourager, c'est l'écoute des enfants. Et en général, je dois parler, je vais quand même faire une récapitulation parce qu'on a déjà eu un exercice comme ça et en juin 2012 pour la ratification de la Convention de la Haye. Et tout de suite après le plaidoyer des enfants, on a eu cette ratification. Et c'est pour ça que je salue quand même l'élan de civisme que témoignent toujours les parlementaires pour la cause des enfants. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment essayé de faire cette simulation pour essayer de... Les enfants ont voté, mais on a eu la présence du président Dera qui a proposé quelque chose de correct. Il dit, puisque c'est déjà passé en Conseil des ministres, on aurait pu avoir ce vote avec une lettre d'assentiment des parlementaires pour dire qu'ils ont aussi eux-mêmes approuvé. Et ça, je vous affirme que c'est une question importante parce que, je vais vous donner un exemple, on a voté la loi sur l'adoption. Et je peux vous dire que maintenant, elle est appliquée parce qu'il y a une réforme sur l'adoption internationale dans le pays. Et quand on parle de loi sur la traite, on a eu aussi des mesures qui ont été prises. Quand je parle de mesures, c'est-à-dire qu'on a par exemple, aucun enfant mineur ne peut plus laisser le territoire sans l'autorisation du bien-être social. Donc un contrôle qui est fait. Et on demande aussi à tous les partenaires, aux citoyens, parce que la protection de l'enfant n'est pas la responsabilité d'un gouvernement seulement, d'une organisation ou d'une institution. C'est une question de société. Pour sa part, le représentant de l'UNICEF en Haïti, Edouard Beck-Beder, s'est dit très content de prendre part aux travaux de compilation des textes de loi votés par la 49e législature concernant le droit des enfants. M. Beck-Beder dit espérer que le Code de la protection de l'enfant sera bientôt voté au Parlement afin, dit-il, d'assurer une meilleure protection de l'enfant haïtien. Les propos du représentant de l'UNICEF en Haïti, Edouard Beck-Beder, au micro de Duc Enson Lazare et Yvon Seyid. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale qui couronne un travail de plusieurs années où nous avons compilé tous les textes existants qui ont été votés par cette législature. Et donc, on a fait un document compréhensif qui met ensemble toutes les lois qui protègent l'enfance et qu'on appelle le Code de protection de l'enfant. Et qui est d'ailleurs un des chapitres principaux du Code de la famille, qui lui aussi doit exister en Haïti. Je rappelle pour mémoire qu'il n'y a pas encore de Code de l'enfant en Haïti, et donc c'est une vraie avancée, mais qui parachève tous les documents et les avancées qui ont été votés dans ce Parlement. Donc aujourd'hui, les enfants nous ont montré le chemin. Le document a été travaillé par tous les différents ministères avec la société civile. Il est passé en Conseil des ministres au mois d'août et il est arrivé au Parlement il y a quelques semaines, à la fin du début septembre, juste avant les vacances des parlementaires. La suite du journal dans un instant, après la pause. Sous tête mon nou ak tête nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils
bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer notre traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous yo sorti dans gourmet de luxe classique rivé dans li pi bon dans chaque paquet dans chaque tasse rebo poté pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bonne lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon yoga-t-il gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la mes amis, faut qu'il gagne. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la guerre qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon yoga-t-il gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Merci de votre fidélité. C'était annoncé en titre, désormais, les surveillants et correcteurs ne seront pas rémunérés pour les examens officiels. Le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, a fait l'annonce ce vendredi au cours de son passage à Jacmel. Le ministre Maniga précise que cette tâche fait partie du travail normal des enseignants, du secteur public en particulier. Toutefois, le titulaire du MEF parle d'un traitement particulier pour cette catégorie d'enseignants. Nesmi Maniga au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Le ministère a décidé de faire ça qui était toujours qu'on fait avant, c'est-à-dire que surveillance dans l'examen officiel avec correction dans l'examen officiel, même j'ai un statut particulier personnel enseignant public a demandé ça, sont tâches normales de professeur. Autrement dit, l'État a seulement mobiliser et notifier enseignants pour que l'on participe dans l'examen. C'est pour une activité additionnelle qui demande que l'État dépense comme en plus. Ça veut dire que surveillant, correcteur, à partir de prochain examen, mois de décembre, 15 décembre ou 18 décembre, pour baccalauréat permanent, et ensuite l'autre examen qui va le faire dans le mois juillet année prochaine, c'est activité normale, donc l'État pas payé pour surveiller l'examen, l'État pas payé pour corriger l'examen, parce que notamment pour le secteur public là, l'État a payé aux enseignants 13 mois déjà, pour un enseignant travail 10 mois, il y a 2 mois il touché sans pas nécessairement travail, et 13e mois qui sont droits acquis qui c'est bon. C'est comme ça a toujours fait dans temps longtemps, l'État pas jamais qu'on paye professeur l'État pour suivre l'examen. L'État pas jamais qu'on paye professeur l'État pour corriger l'examen, son activité normale et nous retourner à même ça que toujours qu'on fait longtemps, c'est une façon pour que l'État économise comme pour recruter nouveaux professeurs et pour avoir un meilleur traitement à enseignants.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a effectué ce vendredi une visite dans le département du Sud-Est. Il s'agissait pour le titulaire du MENF de faire un bilan mi-parcours de la formation des directeurs de 63 lycées des départements de l'Ouest et du Sud-Est. Selon Nesmi Maniga, cette série de cours qui se déroule entre autres autour de la gestion d'établissements scolaires, la monographie des lycées, la loi organique du MENF, permettront aux récipiendaires de mieux gérer leurs écoles respectives. Reportage Tom Dumont et Jasmin Denis. Cette visite a donné lieu au ministre Nesmi Maniga de faire un bilan de mi-parcours de la formation de 9 semaines déroulée dans la ville de Jacmel à l'intention d'une soixantaine de directeurs d'établissements scolaires publics des départements de l'Ouest et du Sud-Est. Le titulaire du MENFP indique que les bénéficiaires ont déjà atteint 150 heures sur 376 prévues par cette formation. Des heures de cours qui permettront aux récipiendaires de mieux comprendre la loi organique du ministère et de disposer d'outils nécessaires à faire une meilleure gestion de leurs établissements scolaires. Une meilleure connaissance de loi organique qu'a géré le ministère là, avec toutes les lois qu'a géré le secteur là. Ensuite, ces formations sous gestion administrative de lycée. Ensuite, c'est tout ça qui concerne réorganisation ministère là. Et dernier point d'information qui c'est projet de monographie de lycée, parce que chaque chef d'établissement supposé capable de raconter vécu, pratique, expérience qui est dans le lycée PAL. Une formation qui se révèle importante aux yeux des bénéficiaires qui affirment vouloir faire bon usage des connaissances acquises dans le cadre de cette activité en vue d'une gestion efficace de leur lycée. Tour à tour, Nixon Dieudonné, Sœur Fabienne Dalancourt et Jacques Télismon des lycées techniques Élie Dubois, Kai Jacmel et Antoine et Georges Isméry. Manuel de gestion lycée auto venir remanier côté que organigramme nous te gain longtemps, c'est pas lui qui est là et très bientôt pour le sortir pour qui pour avoir rôle directeur, rôle responsable des disciplines qui est le censeur, responsable des études. Les lycées autrefois étaient des écoles pilotes et pourquoi pas aujourd'hui? Si nous avons une société journée aujourd'hui qui comme ça, nous avons besoin de regarder comment l'école est parce que c'est l'école là qui produit citoyens. La visite de ce vendredi était l'occasion pour le titulaire du MENFP de récompenser 3 directeurs de lycée pour leur performance. C'est en ce sens que Wilner Rival du lycée Cornillon-Grandbois, Geoffroy Pierre-Franck du lycée de l'Arcaillet et Nicolas Mathurin du lycée Alexandre Pétion seront en Martinique les 25 et 29 novembre prochains pour un stage professionnel. Le coût de la formation est de 20 millions de gourdes. Parlons éducation toujours. Le porte-parole de la plateforme haïtienne des organisations éducatives, Josué Mérilien, a invité le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de résoudre les problèmes qui alimentent les mouvements de protestation dans plusieurs établissements scolaires du pays, ce qui, croit-il, permettra d'éviter la grève générale annoncée par les professeurs des écoles publiques pour le début de l'année 2015. Josué Mérilien. Dans l'école, il y a plusieurs lycées, lycée Pétion, lycée Fignolet, lycée Léo Gann, Henri Christophe, lycée Tigouave Latrier, pour situation levé campé que nous observons, qui a commencé à démarrer. Et situation ça a venu du fait que les plus enseignants captent chèque arrière qui va recevoir chèque arrière. Les plus enseignants qui ont l'indemnisation qui va recevoir et qui a travaillé sur l'indemnisation. Les questions d'assurance là. Il n'y a pas de faire effort pour l'assurance ça, que service qui la donne, question de formation enseignant, question de manger dans l'école, tout ça par clair, ça crée une situation de malaise qui est sous l'école enseignant, qui va en prélude à promouvoir le VKP qui pourra faire en janvier. Ils ont déjà commencé à le VKP, ils ont même menacé pour bloquer l'examen dans le lycée. Pour nous demander, le gouvernement général, le ministère de l'Éducation nationale en particulier, pour que rapidement, il y ait des réponses quand c'est attendant pour permettre que les lycéens, l'école publique aient un fonctionnement correct. Et nous disons que nous souhaitons que l'ougal que nous avons là, novembre décembre, pour des solutions à problèmes arriérés, problèmes domination, problèmes assurance, formation, manger dans l'école, etc. Et respect accord qui s'y intéresse, que ils prennent, ils utilisent l'abonné et pour des solutions pour que nous ne soyons pas obligés
rentrée de mouvement de campé qui pourra pour faire au mois de janvier. Mais nous disons Seigneur, qui a levé campé, il sont légitime de lever campé, parce qu'il y a raison. Et nous disons tout que pas de faire cadeau. Pas de faire cadeau, c'est la gourmet. La pouvez faire l'État, respecter, à considérer et satisfaire, ça devient comme revendication fondamentale et légitime. Dans ce sens, ça nous dit que lever campé et font commencer à lever campé à préparer pour que nous fassions l'État marcher. D'autre part, le porte-parole de la plateforme haïtienne des organisations éducatives, Josué Mérilien, dénonce des irrégularités orchestrées dans le processus de paiement des arriérés de salaire des professeurs. Le syndicaliste appelle en ce sens le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, à intervenir en vue de remédier la situation. Autre nouvelle, le directeur général du MSPP, Georges Dubuche, assimile de la manipulation le mouvement de protestation des étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH contre la décision du ministère de la Santé publique de transformer les examens devant faciliter le choix des spécialités en examen de passage pour la résidence. M. Dubuche estime que les revendications des étudiants sont justes, tenant compte de la note 50% exigée par le MSPP pour admettre les postulants en résidence hospitalière. Les explications de Georges Dubuche au micro de Michel Depayen et Samus François David. Nous notons que note qui est obtenue par étudiants qui ont composé est divisée en deux séries. Étudiants faculté de médecine, dont note commence à 77 sur 100, et arrivé à 28 sur 100. Et nous voyons que note monde qui sorti dans l'école privée ou à l'étranger, sorti tout de 77, 76, et il arrivé peut-être à 38, 40. C'est deux séries de notes. Mais nous ne pas comprendre comment, sur le plan moral, sur le plan éthique, un individu ou un groupe d'individus qui en charge de formation supérieure, capable de décider que au monde qui fait 20, pas vrai, sur 100, il doit classer avant un monde qui fait 76 sur 100. Simplement parce que le PAT fait partie de la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Nous avons une faculté de médecine qui bat 62%, pas vrai, de monde qui a dit dans la position qui est disponible. 62%. 10%. PCUMM, 31%, UTSA, 8%. Nous n'avons pas de résultats positifs qui sortent de Windsor ni de Kadechi. Comme annoncé en titre, vers la construction de la douane de l'aéroport de Port-au-Prince, la cérémonie de pose de première pierre a lieu ce vendredi, en présence notamment du Premier ministre Laurent Lamotte et du directeur général de l'administration générale des douanes, Frisnel Jean-Baptiste. Les travaux, qui devraient durer 12 mois, coûteront un peu plus de 2 500 000 $ américains fournis par la Banque mondiale. Au cours de la cérémonie de lancement des travaux, le chef du gouvernement est revenu sur l'importance des services de douane dans l'économie d'un pays. Laurent Salvador Lamotte au micro de Isaïe César et de Wendy Henry. Nous là pour nous poser première pierre, pour nous lancer, pour nous centrer ballon sous construction un nouveau bâtiment pour douane aéroport qui était endommagé après le tremblement de terre 2010 là. Nouveau bâtiment ça qui est financé par la Banque mondiale à hauteur de 2,5 millions de $ américains. Libéral bail la douane une structure qui a favorisé de meilleures conditions de travail, ou meilleur contrôle et bien entendu qui sont un lot encouragement encore pour l'institution qui a mené une lutte acharnée contre contrebande dans le pays. Une institution qui sous champ bataille là, décadé, côté que chaque jour, chaque soir, agent douanier, il a combattre contre les bandits sous frontière. Il y a un gladeur qui prend balle, machine qui prend balle. Il y a un gladeur qui blessé. Pour tout ça, pour tout le monde, nous voyons encouragement pour eux. Et nous disons qu'il n'y a pas pour compte. Il n'y a pas pour compte parce que vous avez un gouvernement qui croit que c'est seulement à travers la lutte contre la contrebande, que c'est seulement
à travers la lutte contre la corruption dans le pays, que nous sommes capables de rendre le peuple un service tout bon vrai. C'est la firme privée Société de planification, d'études, de construction et de commercialisation qui est chargée de l'exécution des travaux de construction de la douane de l'aéroport de Port-au-Prince. Une construction qui devrait contribuer à une gestion plus efficace des différentes opérations de douane et du coup générer plus de revenus sur le plan économique, explique le directeur général de l'administration générale des douanes, Fresnel Jean-Baptiste, au micro d'Esaü César et de Wendy Henry. L'État haïtien a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale, un financement qui est évalué autour de 2 521 692 000 $. C'est le bureau d'études architectes et ingénieurs réunis qui a préparé les plans et la firme d'exécution s'appelle Société de planification d'études, de construction et de commercialisation. La firme de supervision se nomme Beta Ingénieur Conseil et la durée des travaux est prévue pour 1 an. Nous imaginons que d'ici 1 an, peut-être nous serons encore là pour inaugurer cette fois-ci le bâtiment. Je profite aussi pour rappeler encore l'engagement de l'administration Martelly, l'importance qu'elle accorde à toute activité qui vise le renforcement des capacités de l'administration douanière. Mais le fait le plus marquant, c'est la présence du Premier ministre, M. Laurent Salvador Lamotte, ici avec nous, qui témoigne sans équivoque l'intérêt qu'il accorde à la bonne marche de l'institution douanière. Autre point de l'actualité, inauguration jeudi soir de 80 chambres d'hôtel additionnelles à l'hôtel Caribé à Juvénat, Pétionville. La cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre, de la ministre du Tourisme et du maire de Pétionville fut l'occasion pour le président de l'Association touristique d'Haïti, également PDG de l'hôtel Caribé, Richard Buteau, de saluer l'accompagnement fourni par l'État haïtien aux acteurs du secteur touristique haïtien. Un soutien sans lequel son équipe n'aurait pas pu concrétiser ce projet, reconnaît Richard Buteau au micro d'Esaü César et de Wendy Henry. Gouvernement qui encourage le secteur touristique, c'est la première fois, moi-même, depuis mon travail, que moi je vois un gouvernement qui prend le tourisme et qui porte en l'air et qui encourage le secteur privé, lui-même investir dans le secteur. Donc c'est pour ça que moi-même, message par un grand merci à tout ça qui donne courage, parce que ce n'est pas un travail qui est facile, mais si nous n'avons pas tout encouragement, tout le monde qui était avec nous, qui était derrière nous, nous ne pouvons pas réaliser ça aujourd'hui. Donc moi je dis grand merci au grand public, à tout le monde. Bon, c'est un investissement qui est très élevé et je suis bien content d'oublier la banque parce que la banque aide nous en pile dans le financement. Bon, aujourd'hui, je regarde que nous devons 25 millions de dollars à la banque. Donc, c'est travail dur pour ces points pour nous payer d'être ça. Et je suis sûr qu'avec l'effort que tout le monde a mis pour payer aller devant et que nous avons réussi et que nous allons continuer à investir toujours dans le secteur touristique parce que nous croyons que ce secteur qui est capable d'aider les pays, ce secteur qui a créé des jobs dans une zone qui est plus démunie, ce secteur qui a valorisé l'agriculture, ce secteur qui a valorisé le secteur construction, ce secteur qui a valorisé plusieurs autres intrants, concours patrimoine historique, concours patrimoine national. Donc, il y a un pile l'autre secteur transversal qui peut bénéficier de tourisme. Laurent Salvador Lamotte a applaudi ce projet d'extension de l'hôtel Caribé qui, selon lui, contribuera au développement économique du pays via le tourisme, la création d'emplois et le renforcement des infrastructures touristiques du pays. Suivez tour à tour Laurent Salvador Lamotte et la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmy en fil droit. 35 millions de dollars, c'est un paquet d'affaires pour le pays, c'est un paquet d'affaires pour l'industrie touristique là, et c'est un paquet d'affaires tout pour l'investissement que nous avons cherché à attirer dans le pays. Parce que c'est tout le qui marche ensemble. Investissement marche ensemble avec capacité d'accueil, qui marche ensemble avec sécurité, qui marche ensemble avec courant, qui marche ensemble avec une atmosphère de changement
dans le pays, une atmosphère que a bougé, une atmosphère nocturne tout, côté que moun sorti et moun cap enjoy yo dans le pays à la nuit. Et bien aujourd'hui, nous là pour nous inaugurer extension ça qui fait nouvelle aile qui fait dans l'hôtel Caribéa et c'est un gros bravo que le gouvernement capable bailler famille Buteau pour confiance que vous fait bailler futur pays côté direction que pays prend. Nombre de chambres hôtel ça qui est 103 aujourd'hui en total pour investissement ça qui c'est extension il vient ajouter à parc hôtelier métropole là. Et là qu'on y a nous à peu près à 2350 chambres. Donc qui si chambre dit arrivée touriste. Qui dit arrivée touriste dit moun qui pral déplacer, qui pral dans restaurant, qui pral visiter pays. Et c'est ça que nous voulons faire, c'est faire promotion pays à travers belle infrastructure hôtel ça yo. Le Premier ministre a profité de la cérémonie d'inauguration de 80 chambres additionnelles à l'hôtel Caribé à Pétionville pour lancer un appel à la stabilité et la sérénité dans le pays en vue d'attirer de grands investissements pour développer l'économie du pays. Selon le chef du gouvernement, l'instabilité et l'insécurité constituent un obstacle considérable à la création d'emplois et à l'investissement de capitaux étrangers dans le pays. Laurent Lamotte répond à Isaïe César et Wendy Henry. Et climat, investissement, climat pour mon rentrer, venir occuper l'hôtel là. Parce que lors on chambre l'hôtel, on ne pense pas venir dormir, c'est pas ça. Lors venir dormir, ou créer job dans la cuisine, ou créer job sécurité, ou créer job ménagère, ou créer job de gestionnaire, ou créer job, il faut gagner plus comptable, il faut restaurant plus grand. Donc tout ça, c'est activité, c'est job à créer pour une seule chambre l'hôtel. Donc nous ouais que stabilité à nous-mêmes nous prenons et nous-mêmes nous allons faire ça capable pour maintenir stabilité politique là pendant que il y a un pile acteur, yo même cap jouer pieds et mains pour yo cap troubler stabilité politique et stabilité sociale que le pays a gagné depuis 4 ans déjà. C'est haïtien nous ne doit pas d'accord, nous ne doit pas différence nous. Nous ne doit pas d'accord, nous ne doit pas aimer gouvernement. Mais le gouvernement avant a un bar en commun. C'est le pays, c'est Haïti. C'est l'amour pour le pays. Donc on met l'amour ça devant et puis on met des querelles individuelles sous côté pour nous donner pays à chance pour le passer, pour nous donner un côté pour le passer. Parce que l'île même toujours dit dans le conseil gouvernement, toujours dit dans chaque déclaration, bah Haïti une chance. En guise de réponse au chef du gouvernement, la présidente de la commission communale de Pétionville a promis de renforcer la sécurité dans sa commune en vue de permettre aux touristes de découvrir Haïti sans difficulté, notamment durant la période des fêtes de fin d'année. Ivanka Jolicoeur Brutus en a profité pour appeler les riverains de Pétionville à garder leur ville propre, question d'offrir une belle image aux visiteurs. Ivanka Jolicoeur Brutus. Ça veut dire plus travail, ça veut dire plus investissement du côté de la mairie pour que nous assurer justement tout investissement ça veut dire plus technicalité au niveau de assainissement, plus de technicalité au niveau de électricité, courant, illuminer les rues et surtout au niveau de la sécurité. Et bien content justement, Jean-Ministre n'a dit que n'a inauguré et deuxième partie ça et pour la période des fêtes parce que je ne pas douter que le rooftop côté n'a inauguré à Soya sera très actif. Moi j'ai une bonne communication et collaboration avec le commissaire Pétionville qui déjà chitane dans la mairie pour assurer que pour la période des fêtes que tout justement investissement ça et puis pour haïtiens qui sautent l'autre bord pour yo venir enjoy yo la caillou pour yo sentir en paix. Alors travail nous même la mairie c'est assurer nous que nous protéger pas seulement investissement mais que nous protéger citoyens nous pour nous bailler en sécurité en assurance et puis pour ça n'a demandé tout le monde collaborer, n'a demandé tout concitoyen faire devoir payo pour aider la mairie assurer assainissement, sécurité et tout ça que la mairie gagne pour le servir, pour l'offrir à citoyens. Autre nouvelle, la coordination nationale de combat pour renforcer Action Lacaille, Chorale, association haïtienne de professionnels travaillant dans le renforcement des actions de développement à travers le pays, a organisé ce vendredi à Pétionville un forum national sur la filière de production et de transformation du lait. Cette activité a pour objectif d'appuyer la création d'un espace permanent entre les différents acteurs de cette filière
En vue de renforcer le secteur, des officiels du gouvernement, dont le ministre de l'Agriculture, des représentants d'organisations de production de lait venant de diverses régions du pays, des professionnels d'organismes de coopération ont pris part à cet atelier. Dans son discours d'ouverture, le ministre Thomas Jacques s'est proposé de réaliser un vaste programme d'appui à la production et la transformation du lait de vache en Haïti. Jacques Thomas est au micro de Michel Depayen et Fézien Mathieu. Que nous faisons partie de Lyon, filière lait là gagne en pile importance pour nous. Parce que premièrement, il permet que de créer emploi, gagne plus que 10 000 petits paysans, je dis à qui fait comme dans le lait, gagne 400 personnes qui travaillent directement dans les trios. Filière a une pile importance pour nous parce que c'est plus que 30 000 petits monde qui recevoir l'aide dans l'école. Le gouvernement fait inaugurer les tricots de fer qui construit avec fonds de reconstruction. Dans la semaine qui va venir là, nous allons inaugurer les tri Tomaso, les tri Torbec, les tri Bondo dans la rivière de Nip, les tri Jean Abel à Coral, les tri Maïsade, les tri Île de la Tortue. À présent, le rappel des titres de l'actualité. Le maire de Petit-Goâve, Sandra Jules, gardé en otage durant plusieurs heures ce vendredi par des citoyens de la localité de Molière, l'accusant de gabegie administrative. La protestation a aussi repris à Petit-Goâve, où les opposants au pouvoir continuent d'exiger sa révocation. Surveillants et correcteurs ne seront dorénavant plus rémunérés pour leur travail durant les examens officiels. Cette tâche fait partie du travail normal des enseignants du secteur public en particulier, explique le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga. Le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, en partenariat avec le PNUD, a commémoré ce vendredi la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes sous le thème « Endéraciner violence sous forme actifique ». Dans l'actualité également, séance de simulation sur le code de protection de l'enfant au Parlement haïtien ce vendredi, à l'initiative conjointe de l'Institut Bien-être social et de l'UNICEF. Un plaidoyer réalisé par les enfants afin d'inciter les parlementaires à voter le document et ainsi faciliter son application en Haïti. Première journée d'échange dans le cadre de l'atelier sur l'élaboration du plan stratégique de développement d'Haïti, portant sur la politique de développement des arts, des métiers et de l'entreprise du gouvernement. Les discussions ont permis de se pencher sur la validation d'un total de 30 métiers dans des secteurs tels le tourisme et le textile. Et puis enfin, pose de la première pierre de la construction de la douane de l'aéroport de Port-au-Prince. Les travaux qui dureront 12 mois coûteront un peu plus de 2 500 000 $ américains fournis par la Banque mondiale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end. Bonne suite de programmes sur Télésignal.